Alors, je vais partager mon Parce que là, ça écran. me... Ouais, je viens, ça va m'encourager. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter un peu un nouveau event avec Roxane qui va animer avec moi l'event. Jordan, le cofondateur de Design Crew, Edouard, le fondateur de Tada et Jonathan, le fondateur de Todd. On va vous parler un peu sur le design, en fait, comment passer du product designer en fait, au monde de l'entrepreneuriat. Avant tout ça, je pense que vous connaissez déjà, mais je vais vous présenter rapidement Friends and Figma. C'est quoi Friends and Figma? Je pense que tout le monde vous connaissez, mais je vais vous faire un petit rappel. On n'est pas Figma, mais on est rattaché à Figma. On fait des events autour du design d'une manière directe ou indirecte avec en fait des programmes. On essaie de faire un event tous les mois. Le Friends and Figma, c'est quoi? C'est une communauté qui en fait organise des events autour d'une ville ou en fait d'un domaine. Vous avez en fait le design, le Friends and Figma Paris, Montpellier avec John, et qui va bientôt en fait faire un event. D'ailleurs, il y a Friends and Figma Marseille, Lille. Il y en a plusieurs en Europe et au States aussi. En tout cas, à Paris, on est trois à animer en fait cette communauté-là. Il y a moi, je suis Friends and Figma Paris, mais je suis designer aussi chez Canal+. Il y a Pierre-Antoine qui est en fait product designer manager chez C1. Et il y a Hugo qui est avec nous, qui est lead product designer en freelance. Cette session, elle est enregistrée. Vous pouvez trouver en fait le live ou le replay juste après sur notre chaîne YouTube Friends and Figma Paris, mais aussi sur notre page Friends and Figma Paris. Vous pouvez utiliser en fait ce FigJam là pour poser vos questions. Vous pouvez discuter entre vous sur le chat de notre outil. N'hésitez pas à consulter notre code de conduite sur figma.com/code de conduite. Je vais laisser la parole à Roxane, qui est la fondatrice de Panache, cofondatrice de Panache, et en fait qui va co-animer avec moi cet event aujourd'hui. Ravi, merci d'accepter cette invitation. Merci à toi. Et du coup, je laisse la parole à Roxane. Elle va le présenter un peu en fait. Encore aujourd'hui, le thème, c'est vraiment comment on passe du product designer à l'entrepreneuriat. C'est quoi les défis, c'est quoi les témoignages. Merci beaucoup Hugo et bonjour tout le monde. On est hyper content d'être avec vous aujourd'hui. Hyper content d'être avec vous trois aussi. Ça va être une super discussion, j'en suis sûre. Vous pouvez trouver sur le Figma certaines choses, sur le FigJam, pardon, certaines choses pour vous, pour l'audience. Il y a un petit encart, un petit carré où vous pouvez prendre une petite seconde pour upvote et nous dire un peu qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un designer et content de l'être? On n'en doute pas. Est-ce que vous êtes un designer avec des aspirations vers l'entrepreneuriat? Est-ce que vous avez récemment switché déjà vers l'entrepreneuriat ou bien quelque chose d'autre? On est hyper content de pouvoir savoir un petit peu qui vous êtes et surtout, n'hésitez pas à nous dropper vos questions. On a vraiment très, très envie que cette session elle soit interactive avec vous, vraiment sous mode de la conversation déjà entre nous, mais aussi aussi avec vous après. Donc, posez-nous toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. On est là pour y répondre et on est hyper content de ça. On va pouvoir se lancer. Comme Hugo l'a dit, moi, je suis Roxane, cofondatrice de Panache. Et donc, aujourd'hui, autour de la table, Jordan, Edouard et John. Donc, je vous propose, les gars, de vous présenter, nous parler un petit peu de vous. Pour commencer, qui veut prendre la main? Allez, je me lance. Salut à tous. Donc, moi, c'est John. Donc j'ai 37 ans, designer, entrepreneur, c'est le thème du jour. J'ai toujours été entrepreneur en fait. J'ai eu la chance ou pas de ne pas travailler dans une boîte, donc j'ai pas trop de comparatifs. Donc voilà, j'ai commencé par monter plutôt une agence de conseil en design, être freelance après avoir une équipe autour de moi. Et puis après, petit à petit, à force de faire des produits pour les autres, on s'est dit pourquoi pas faire le nôtre.
Donc voilà, on s'est lancé comme ça. Et quoi dire de plus? Je suis passionné de sport aussi, beaucoup de compétition, étant plus jeune. Et j'avoue, on en reparlera peut-être, mais ça aide beaucoup dans l'entrepreneuriat en tout cas. Trop bien. Voilà. Et donc, fondateur de Told? De Told, oui, exactement, qui est une app pour collecter du feedback in-app sur son website, sur son site, sur une app mobile aussi, etc. L'idée, c'est de pouvoir faire de la user research en continu. Trop bien. Merci. Merci à toi. Merci John. Bonjour à tous, moi c'est Edouard, fondateur de Tada, qui est du coup un SaaS qui permet de rendre les process collaboratifs. Et avant ça, j'étais designer d'une startup et j'ai aussi été consultant. Donc un mix d'expériences qui m'ont plus ou moins aidé à monter le Tada, dans une boîte dans laquelle je suis tout sauf CTO. Donc pas mal de casquettes, dont aussi designer. Et ravi de discuter avec vous. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Jordan. Bonjour Cara. Moi c'est Jordan, j'ai 33 ans, je suis papa d'un petit garçon et bientôt d'un second qui arrive en septembre. Oui. Et donc je suis le cofondateur de The Design Crew, qui est une entreprise spécialisée en product design, où aujourd'hui on s'articule autour de 3 verticales principales. La première, c'est une partie éducation, pour des gens soit qui veulent devenir product designer, soit qui le sont déjà et qui veulent approfondir leurs compétences. On a aussi un design studio, donc on fait du product design pour des boîtes de tout niveau de maturité et de stade de produits. Et on a aussi une partie aide au recrutement, où on aide des entreprises à recruter des product designers. Et donc avec notre connaissance du métier, du marché et aussi des gens qu'on a pu notamment former, on est capable de faire un matching assez précis, assez qualitatif par rapport à ça. Et donc c'est une entreprise qui a un peu plus de 4 ans et demi maintenant. Et donc avant ça, moi j'étais product designer dans 3 boîtes différentes, toujours first et solo product designer. J'avais travaillé chez Chauffeur Privé pour refaire toute l'application mobile à l'époque. Ensuite, j'étais arrivé tout premier employé d'une boîte qui s'appelait Combargo, qui après a changé de nom, qui s'appelait Everroad, transport routier de marchandises, et après une autre boîte. Et peut-être qu'on y reviendra, mais je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé d'être first et solo designer à des stades de boîte avec différents niveaux de maturité aussi. Parce que j'ai pu voir beaucoup de choses et apprendre beaucoup de choses, notamment des CEO de ces boîtes-là. Trop bien. Et oui, évidemment, on va y revenir. Mais avant qu'on jump là-dedans, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de vous avant. C'était qui du coup le Jordan, le Edouard, le John d'avant l'entrepreneuriat, d'avant vos boîtes? Vous ressembliez à quoi? Votre métier c'était quoi? Le démarrage c'est quoi? Allez, vas-y. Alors avant, moi déjà j'ai fait école de commerce, donc rien à voir. J'étais passionné par les données. Donc, je me suis orienté vers des métiers de data scientist en me formant à côté de mes études. Et j'ai commencé à bosser en tant que consultant en IA chez Accenture à Londres. Donc vraiment, direction complètement opposée. Et en fait, quand je travaillais là-dedans, je me suis rappelé que c'était pas hyper épanouissant. Et du coup, je me suis rappelé que dans mes cours d'entrepreneuriat en école, la partie que je préférais, parce qu'on devait un peu monter une boîte sur quelques mois, c'était la partie tout le branding et design de l'application, ce qui n'est pas forcément nécessaire à ce stade-là en plus. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de développer un peu des skills là-dedans. Et heureusement, en Angleterre, ils sont assez ouverts sur peu importe là où tu as étudié, tu peux faire ce que tu veux après. Et du coup, je suis rentré en tant que premier product dans une startup qui m'a donné l'opportunité, en gros, de devenir designer. Et tout de suite, j'ai adoré. Et c'est comme ça que je suis devenu ce que je suis maintenant. Quoi. Et les facettes du métier de designer, du coup, qui te plaisaient, toi, ou que tu adorais à cette époque, c'était quoi? Je pense que c'est à la fois le côté idéation et le côté aussi méthode, rigueur. Parce que en fait, c'est un peu un clash entre les deux tout le temps. On veut faire du nouveau, mais on veut aussi que nos utilisateurs comprennent ce qu'on fait et le produit. Et du coup, j'aime bien cette balance en fait qui fait que le métier il est toujours, il y a toujours de la nouveauté. Et en plus, c'est un métier qui évolue vachement. Donc, hyper cool d'apprendre auprès de nouvelles personnes, nouvelles entreprises et nouvelles méthodes et tout. Donc, j'adore ça. Ok. Voilà. Et pour vous? Écoute, moi, comme je le disais tout à l'heure, j'étais passionné de vélo. Donc, j'ai orienté mon parcours là-dessus. Donc, je voulais dessiner des vélos.
En fait, c'est mon truc. Ok. Donc, j'ai fait un stage dans une boîte. J'étais plutôt parti côté ingénierie, mécanique, etc. Puis, j'ai fait un stage dans une boîte, une usine de moto, etc. Et là, ça a été la désillusion totale. Je me suis dit, je ne peux pas faire ça du tout. C'était un enfer pour moi. Et j'étais nul en plus, franchement, il faut le dire. Hein. Et du coup, après, je suis allé explorer un petit peu le commerce, le marketing à la fac. Donc, j'ai jamais fait autant de vélo de ma vie parce que j'avais pas de cours. Ouais. Donc, et là, pas. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais c'était intéressant parce que je commençais à avoir plusieurs facettes, justement, côté très technique, et après marketing, etc. Et puis, petit à petit, bah voilà, quand on est dans ces environnements-là, on a des idées qui foisonnent, justement, on a des projets à l'école. Et puis après, il vient le moment où on est frustré de ne pas pouvoir développer ses idées, etc. Et c'est là que j'ai commencé, par exemple, j'étais fan de photos, donc je commençais à faire de la photo, etc. Et puis après, ah bah tiens, je vais commencer à designer un petit site web pour mon truc de photo. Et puis après, ah bah tiens, je vais faire du dev, parce que c'est cool, je retrouve le côté technique. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai continué dans cette voie-là. Et c'est là que j'ai compris que ça avait de la valeur pour justement arriver à passer d'une idée, prototyper les choses. Là, j'ai commencé à travailler avec des boîtes qui voulaient me payer pour faire ça, prototyper des choses. Et là, je dis, putain, mais c'est trop cool, en fait. Donc voilà, c'est à l'époque où il n'y avait pas encore tous les tutos qu'il y a maintenant, etc. Donc ça a été des longues soirées. Et il y avait aussi ce côté, je ne suis pas designer. Et ça, j'ai longtemps été frustré par rapport à ça. Je me suis dit, putain, et si j'avais fait une école de design? Et là, j'ai commencé à rencontrer des designers et ça m'a vachement rassuré. Je me suis dit, bon, en fait, je vais faire plein de trucs, c'est cool. Okay. Donc, mais ça a été un long processus, quoi, au départ, de ne pas se sentir vraiment designer. Et peut-être pas légitime, du coup, aussi? Ouais, complètement. Okay. Complètement. Mais après, en voyant justement que j'arrivais à produire des choses, c'est là où je me suis dit, OK, et puis le design, c'est pas que ça. Ouais. On en parlait tout à l'heure, c'est aussi un état d'esprit. Donc voilà, voilà un petit peu mon parcours. Donc pour toi aussi, comme Edouard, ça était de l'auto-formation, en tout cas apprendre sur le tard plutôt que de suivre une formation plus académique ou classique autour du design. Complètement, pour tomber dedans. Exactement. Ok, trop cool. Moi, pareil, donc pas de formation académique. J'ai fait une école de commerce que j'ai arrêté pour le coup en cours de route. D'accord. Parce que j'étais pas forcément convaincu par la qualité de l'enseignement qu'on nous partageait, et plus convaincu par le fait que c'était mes compétences qui allaient avoir de la valeur plutôt que de me reposer sur un diplôme. Et du coup, donc, j'ai fait énormément de choses, je vais être assez synthétique, mais raté plein de choses, réussi un petit peu plus d'autres, et je suis arrivé dans le design complètement par hasard, où je suis arrivé dans une petite boîte en tant que business développeur. Et comme j'étais le jeune à l'entreprise, on m'a dit, bon, il faut que tu refasses le site, tu sais forcément comment faire un site puisque tu es jeune. et en fait, donc, on a commencé à discuter avec une agence pour refaire ce site-là, et en fait, ça a généré beaucoup de frustration, de perte de temps et de perte d'argent, parce qu'il y avait un décalage entre nous, nos aspirations, nos objectifs et la façon dont ils traduisaient ça visuellement notamment. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, il faut que moi j'arrive à matérialiser quelque chose. Donc j'ai un ami qui m'a passé une version craquée de Photoshop à l'époque, c'était 2012, un truc comme ça. Ouais. Et j'ai commencé à mettre les mains dedans comme ça. Et j'ai adoré ça, quoi. Donc j'ai juste fait ça tout le temps, le soir, la nuit, c'est plein de choses. Et en commençant par le côté un petit peu justement production d'assets, plutôt le côté delivery. Mais je pense que ce qui m'a aidé par la suite, c'était justement de ne pas venir du design un petit peu traditionnel, de l'interface, de l'esthétique, du beau, mais plutôt de venir du côté un petit peu plutôt business, et d'avoir une vision assez globale des projets sur lesquels je bossais, comprendre pourquoi je faisais les choses, et pas juste arrêter un livrable, mais un livrable pourquoi. Et du coup, c'est comme ça qu'après, je suis devenu designer, quoi, en freelance, et puis après, dans les entreprises que je vous ai listées tout à l'heure. Trop bien. Trop cool, merci beaucoup. Et à partir de ce moment-là, et je pense que pour toi, la conversation va être un tout petit peu différente, hyper curieuse de savoir quel a été le déclencheur finalement pour quitter vos boîtes, ou en tout cas vos jobs, vous lancer plus vers l'entrepreneuriat. Et puis toi, du coup, ton parcours a été toujours entrepreneur. Ouais. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi l'envie de te dire finalement ce sera ma vie et pas d'aller en entreprise? Tu l'as jamais essayé finalement? Non, j'ai été en stage comme tout le monde. Et après, par la force des choses, c'est pour ça que moi, souvent on me dit tu as toujours été entrepreneur, j'admire ça. Mais les gars, moi, j'ai pas connu la stabilité. Donc, j'admire par contre ceux qui sont partis d'un poste où tu gagnes très bien ta vie, etc. Tu te lances. Et franchement, moi, je suis toujours très admiratif de ça. Et pour en revenir, par contre, j'ai vécu, quand tu te lances en design, que tu vends tes prestations en freelance, j'ai pas envie de dire que c'est facile, mais
bon, tu vends de la mission, il n'y a rien à faire. Là où j'ai vraiment fait un saut, c'est quand j'ai fait une première levée de fonds. Pour moi, ça a été vraiment ça, le saut dans l'entrepreneuriat, parce que tout d'un coup, tu as des contraintes, tu as des investisseurs, tu as des creds, etc. Et là, la vraie vie commence. Donc, ouais, en fait, c'est assez naturel, parce que tu vis dans un tel tunnel, dans un écosystème qui fait que tu produis et tu as envie de ça naturellement et tu réfléchis pas forcément en conséquence. Donc, pour moi, le saut, il a été assez naturel, quoi. Et du coup, je pense que c'est intéressant. Donc, toi, le switch, il est peut-être plus de je vends ma personne, je vends mes services. Exactement. Et j'en suis conscient parce que je sais ce que je vaux en faisant ça. Je vends un produit et j'ai des contraintes. Et donc, ce switch-là, ce passage, toi, du service, de tes services à toi, à John, CEO, fondateur d'une boîte produit, il se fait comment et pourquoi? Alors, la vie, c'est assez dingue, en fait. L'histoire... non, mais c'est pour ça, je vous raconte. Au début, j'ai lancé... donc, j'avais l'agence. Et là, j'ai une mission qui tombe, une des premières missions de l'agence. Il faut partir en Angleterre, faire des interviews en anglais. Putain, moi, j'étais pas à l'aise, j'étais pas parti avant, etc. Donc, premier réflexe à la con, tu vas chez Wall Street English et tu crois que tu vas apprendre l'anglais en 2 secondes. Donc, et là, je tombe sur un mec, un commercial, on parle de tout sauf d'anglais. En fait, le mec est avocat. Le mec est avocat spécialisé dans les levées de fonds. Et il me dit qu'il est en train de repasser son diplôme pour exercer en France. Et il me rappelle genre 2 mois après en me disant « Ouais, j'ai mon diplôme, viens, on va se boire un café, etc. » Et je lui raconte ce que je fais. Il me dit « Putain, mais je suis dans un nouveau cabinet, on fait des levées de fonds, je vois ce que tu fais, ton produit. Est-ce que ça te dirait qu'on se lance là-dedans ?» Ok. Allez, on expérimente, on teste. Donc c'est pour ça que c'est aussi des événements extérieurs qui font qu'au bout d'un moment, tu essaies de cristalliser le truc et tu dis « Ok, on y va. » Donc, j'aime bien raconter cette histoire parce que c'est assez dingue. Des fois, tu fais des rencontres et c'est ça qui va déclencher le début de l'aventure. Donc ça a été un événement en particulier, une rencontre qui a fait que j'ai pris le pas de switcher, en fait. Et tu te laisses porter par les gens et c'est ça aussi qui est cool. Trop bien. Et pour vous deux, du coup, le déclencheur, finalement, pour toi, monter The Design Crew et pour toi, Tada? Je pense qu'il y avait le côté, justement, à l'époque, tu vois, le marché design produit qui était quand même très centré, je trouve, sur le côté UI, esthétique, et le design n'avait pas du tout la même place que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, je voyais, et comme moi, donc, je venais encore une fois pas du tout de ce milieu-là, de l'esthétique, du beau ou de l'interface, mais plutôt du côté un petit peu business. Et tu vois, dans les boîtes dans lesquelles j'avais bossé, je voyais que j'arrivais à avoir de l'impact parce que, justement, je n'étais pas du tout dans un rôle d'exécuteur, mais plutôt de membre, tu vois, de l'équipe produit à part entière et de comprendre pourquoi est-ce qu'on faisait les choses, aligner les gens autour d'une vision, etc. Et je trouvais que quand je discutais avec d'autres designers, quand j'allais à des meet-up, etc., c'était pas forcément partagé. Et je pense qu'il y avait une valeur là-dedans. Donc, c'était plus ce côté opportunité et surtout de pouvoir aider les gens. Ça, c'est quelque chose qui me drivait beaucoup. D'avoir un impact sur les gens, leur vie personnelle, leur vie professionnelle, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup drivé. Parce que peut-être qu'on en parlera, mais c'est quelque chose qui est quand même assez dur, l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est important d'être suffisamment habité par la vision, la mission de ta boîte pour justement avoir le courage à chaque fois, quand tu as des moments de bas, parce qu'il y a beaucoup de moments de bas, de toujours se remettre le pied à l'étrier pour continuer à avancer, quoi. Donc, c'est plus ça, le côté opportunité, où je vois qu'il y a quelque chose à faire et je pense que ça peut avoir une utilité. Et du coup, de se lancer dedans, quoi. Et au niveau de... Aujourd'hui, vous avez une grande part, en tout cas, du business de The Design Crew qui est basée sur la formation. Et quand tu nous partageais que toi, ton expérience dans la formation, dans tes études, elle n'a pas été top. Tu as droppé, en tout cas, ton école de commerce. Est-ce que ça fait partie des drivers qui t'ont poussé à monter derrière une école? Je me suis jamais trop retrouvé dans le système éducatif traditionnel où je faisais un petit peu ce qu'il fallait pour passer en classe supérieure à chaque fois, tu vois, mais j'étais jamais le bon élève. Je faisais le plus profiter que me driver sur des notes ou des choses comme ça, et je trouvais que c'était toujours très abstrait. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui se voit aujourd'hui dans nos programmes, le côté extrêmement pragmatique de l'enseignement qu'on peut dispenser, et de ne pas avoir de décalage entre justement l'enseignement théorique et la réalité du marché derrière. Et je pense que le format bootcamp, notamment, donc des formats qui sont très courts, te permet de ne pas avoir de décalage. Parce que si tu fais quelque chose en programme en 5 ans, forcément, ce que tu apprends en année 1,
5 ans plus tard, quand tu sors d'école, c'est plus obsolète. Bien sûr, et du coup, on itère toujours en termes de contenu sur nos programmes, etc., de batch en batch, donc de session en session, pour justement avoir quelque chose d'hyper concret, hyper actionnable pour les gens qui suivent nos programmes. Et ça passe par plein de petites choses que je ne vais pas détailler ici, mais je pense que ça a été un vrai driver aussi. Trop bien. Trop cool. Et pour toi, Edouard? Et pour moi, du coup, depuis mes cours d'entrepreneuriat, j'ai toujours un peu la gymnastique intellectuelle de chercher les opportunités, pareil, un peu les pain points que les gens pouvaient avoir. Et du coup, dans la startup où je bossais en tant que designer, je suis arrivé en tant que premier designer et après, on était 4-5. Donc, il fallait un peu scaler tout ce qui était process, team, produit. Et c'était le bordel. Du coup, je me suis dit, bon, c'est bizarre, je vais aller voir comment font les autres. Donc, j'ai fait mes devoirs et j'ai interrogé au début 20-30 autres équipes. Puis après, c'est monté jusqu'à 250. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait à peu près 70% qui n'avaient pas de process. Il n'y avait pas encore de design ops ou product ops il y a 1 an. Et du coup, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose à faire là-dedans parce que les outils actuels ne sont pas suffisants, vont pas assez loin. Et du coup, c'est comme ça, naturellement, que je me suis dit, j'ai arrêté mon métier qui payait bien à Londres et tout, et me jeter dans le grand bain. Et c'est toujours in process. Ouais. Vous avez 1 an d'existence? Ouais, un peu plus d'1 an maintenant. Un peu plus d'1 an. Ok, ça marche. Le produit, il est live depuis septembre. Donc, on est encore au début, mais on a à peu près 500 clients qui utilisent la plateforme et qui essaient de voir si ça peut leur être utile. Ouais. Ok, trop bien. J'étais d'ailleurs avec une de tes clientes hier. Ça, ils sont partout. Ils sont partout. Trop cool. Bon. Et on va y aller. En fait, pour moi, là, c'est important qu'on rentre dans le dur. C'est pour ça qu'on est là. Donc, tu l'as dit plusieurs fois. L'entrepreneuriat, c'est dur et je pense qu'on va en parler. Je pense qu'on va en parler. Je pense que c'est pour ça qu'on est là. C'est quoi les gros challenges et la question est très large et c'est volontaire, vous le savez bien. C'est quoi les gros challenges? D'être entrepreneur, d'avoir sa boîte, avec les niveaux de maturité de vos boîtes un peu différentes que vous avez ici. Et c'est quoi le gros challenge, surtout quand on a ce passif de designer? Est-ce qu'on se traîne des boulets là? Est-ce qu'on a des cailloux dans la chaussure avec nos expériences et tout ça par rapport au fait de devenir fondateur, cofondateur, monter sa boîte, aller sur autre chose? Qu'est-ce qui vous empêche un peu de dormir? Je sais pas si on a le temps de tous digérer. En thérapie. De m'allonger. Alors, je commence. Il y a un peu de tout. Désolé, ça va pas être très structuré. C'est un peu en vrac. Mais le premier truc auquel on est confronté en tant que designer, c'est, on en a beaucoup parlé avant, mais tu as la capacité à matérialiser les choses. Donc ça, c'est extraordinaire parce que tu as la vision du produit que tu peux matérialiser le soir tranquillement chez toi, assez rapidement. Mais c'est aussi un danger puisque tu oublies tout ce que tu as appris. Nous, par exemple, quand on est passé d'agence à produit, tu as beau vendre de la UX Research, désolé Roxane, mais tu es tellement persuadé du truc, puis tu as vu des clients. Tu vois, nous, le premier produit qu'on a lancé, c'était vraiment une plateforme pour démocratiser le design thinking. Et en gros, tu dis, mais c'est bon, je sais. Donc, tu fais comme tous tes clients. Et tu dis, je sais ce qu'ils veulent, puisque ça fait 2-3 ans que je les accompagne, etc. Et tu oublies de revenir à cette base et tu as ce biais, en tout cas, moi je l'ai eu, personne n'est parfait, de vouloir toujours retourner, d'être dans ton coin et te dire, OK, c'est les features qu'il faut, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en tout cas, les challenges, moi, que j'ai vus, c'est tout l'aspect financier. L'aspect financier qui est quand tu es un profil créatif. Alors, j'aime pas dire que je suis pur créatif parce que j'ai vu plusieurs choses, etc. Mais bien se faire accompagner avec quelqu'un qui arrive à bien se sensibiliser sur ce truc-là. J'ai discuté l'autre fois avec un entrepreneur dans le bâtiment, un auto-entrepreneur, et on se connaît. Je lui dis, tu as fait un business plan et tout. Il me dit, je suis trop petit pour faire un business plan. Je lui dis, mais t'es fou en fait, c'est le premier truc à faire. Plan de trésor, mec, business plan, etc. On s'est revu il y a 6 mois. Il me dit, t'avais raison en fait sur le plan de trésor. Donc voilà, c'est des choses qui paraissent un peu relou au départ, mais voilà, c'est des choses qui sont hyper importantes.
toujours garder un œil dessus, apprendre les choses, pour pouvoir après, quand tu mets quelqu'un, le maîtriser. L'autre challenge, ça fait un petit peu... c'est assez basique, hein, vous allez le retrouver dans d'autres trucs, mais c'est savoir bien s'entourer. Savoir bien s'entourer et bien comprendre qu'il y a des gens qui sont faits pour certaines choses et pas d'autres. Par exemple, quand on a switché d'agence à produit, tu te rends compte que c'est pas les mêmes personnes qui te font. Ouais. Et c'est pas forcément demander de quelqu'un de se transformer, c'est pas forcément sa volonté, etc. Donc, c'est voilà, bien choisir les gens avec qui on s'entoure, pouvoir aussi avoir des points de vue croisés, etc. Parce que tu as vite fait de t'enfermer, quoi. Et là, tu nous parles donc de s'entourer des bonnes personnes au sein de ton équipe. Tu disais tout à l'heure que tu avais fait une levée de fonds. Oui. Tu as des investisseurs, un investisseur avec toi aussi. Tu mets ça dans le même contexte, dans le même cadre? Ouais, complètement, parce que sur le sujet de la levée de fonds, on dérive un peu, mais au départ, tu vois les articles sur Madinest, on va faire pareil. Donc tu te dis, ok, j'ai mon idée de produit, là j'ai tout prêt, j'ai mes maquettes et tout, il me faut de l'argent pour le dev, donc tu te concentres que sur l'argent en fait. Ouais. Tu te dis que c'est à tout prix ce qu'il te faut, et tu oublies que tu vas avoir des personnes qui vont être avec toi dans l'entreprise, que tu vas faire rentrer, qui vont pouvoir soit t'aider, soit justement te pénaliser, parce que tu n'as pas la même vision, etc. Et c'est vrai que tu oublies un peu tout ça. Ouais. En tout cas, moi, je l'ai oublié. J'ai eu de la chance de tomber sur des investisseurs, s'ils sont là, coucou, qui sont hyper gentils, mais qui m'ont rien apporté. Ils ont le mérite de ne pas être chiants. Ouais. Mais voilà, on est là pour parler clairement. Mais voilà, donc du coup, j'ai de la chance et pas de la chance, parce que en fait, justement, quand tu as de la chance d'avoir des personnes qui sont là pour challenger ta vision, etc., peut-être que j'aurais pas fait autant de conneries. Ok. Donc voilà. Donc si c'était à refaire, en tout cas, peut-être t'entourer d'investisseurs qui auraient aussi leur pierre à complètement. Complètement. Okay. Vraiment faire attention, bien définir ce que tu veux, d'où l'importance de définir ta culture de boîte, c'est un autre sujet, mais au moins tu apprends à te connaître en fait. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai vu au fil des années. C'est l'apprentissage de la connaissance de soi, c'est bête, mais bon, il faut se bouffer des porcs dans la gueule. Donc en tout cas, pour toi, retourner voir ces utilisateurs, pas partir bien en tête que tu leur parles depuis 3 ans en service, que tu les accompagnes, que tu connais les problèmes, et c'est ça. Pas en tunnel, l'aspect financier, comment tu deviens financier, comment tu deviens gestionnaire financier de ta boîte quand tu es quelqu'un de créatif au départ. Et puis s'entourer. Ouais, exactement. Les gars? Oui, j'ai un truc à rajouter sur le bien se connaître. C'est en effet, quand tu es designer, imaginons c'est ce que tu adores faire. Quand tu passes entrepreneur, le côté design, ça devient, on va dire, 10% de ton travail. Donc, ce que tu adores, ta passion, ça devient quelque chose de minime dans ton quotidien. Ça, c'est assez dur à réaliser. Donc, il faut accepter que ce dont on est fort aussi va être quelque chose de minime. Et du coup, va falloir développer d'autres skills. Donc, lever des fonds, monter une équipe, être sales. Et ça, c'est des skills pour lesquels pas forcément bon, tu n'es pas forcément à l'aise, pas forcément ta passion non plus. Donc, il y a vraiment un shift énorme de ton quotidien, qu'est-ce que tu fais. Et moi, je rappelle, au début, j'avais un peu le réflexe de faire du design parce que c'est ce que j'aime bien faire. Et c'est rassurant. Et en plus, c'est rassurant, ça fait grossir le produit, même si en réalité, le produit, il n'avance pas. Et en fait, c'est assez dangereux de faire ça parce que il faut aller chercher les clients, il faut aller parler avec des gens. Et ça, c'est un truc, naturellement, quand tu es moins bon, tu le fais moins. Et du coup, il faut être prêt à être vachement flexible et à sortir de sa zone de confort, mais version extrême, quoi. Pas juste... Et comment former, c'est pas le bon mot peut-être, mais comment on se forme du coup? Comment tu t'es formé, toi, à aller sur des aspects de ton nouveau métier de fondateur que tu n'avais pas forcément, donc je sais pas, financier, commercial, etc. Je pense qu'il y a 2 manières. Il y a à la fois déjà utiliser les ressources dans l'entreprise dans laquelle on est actuellement avant de se lancer. Donc, aller voir les stars en sales, les stars en RH, pour comprendre un peu, essayer de comprendre que le Notion, comment est-ce qu'il est fait pour pouvoir le reproduire après quand on est tout seul. C'est aussi bête que ça. Et après, aller voir des gens dans son réseau qu'on connaît, qui sont très forts pour lever des fonds, qui sont très forts pour faire du growth et leur demander des conseils, leur demander comment faire et après voir s'ils peuvent aussi t'entourer pour monter une équipe de stars. Et après, il y a juste apprendre en y allant, en fonçant. Tu te prends des murs au début,
Donc, par exemple, pour lever des fonds, éviter de prendre les meilleurs fonds au début parce que tu seras forcément moins bon qu'au milieu ou à la fin. Et en fait, c'est aussi learning by doing, quoi. Exact. Ouais. Trop bien. Voilà. Jordan, les challenges? Je pense que dans tout ce qu'on se dit, il faut mettre en perspective avec quel type de designer on est ou quel type de designer vous êtes. Parce que si tu es très orienté UI, je pense que ça va plus te desservir qu'autre chose. Parce qu'en effet, tu vas peut-être mettre ton focus et ton effort quand tu vas monter ta boîte sur quelque chose qui n'est peut-être pas forcément nécessaire. Par contre, si tu as plus un ascendant product dans ton métier de product designer, je pense que là, ça peut beaucoup t'aider. Et moi, je pense que c'est ce que j'ai vu. Moi, je vois le côté design d'une boîte vraiment comme vraiment un design d'une boîte, quoi. C'est pas, je vais pas designer un produit, mais je vais designer une entreprise. Je vais avoir des objectifs différents, des contraintes différentes, des supports qui vont être différents. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé. Les challenges aujourd'hui, principalement, moi, c'est le côté un petit peu charge de travail, multitasking. Comment est-ce qu'on gère ça au niveau même émotionnel? Au niveau d'équipe, tu veux dire pour toi? Les deux. Okay. Ouais, les deux. Et comment est-ce que tu gères ton ascenseur émotionnel avec les hauts et les bas et faire en sorte que ce soit le plus linéaire possible. Je pense que ça, c'est un gros challenge. Et surtout qu'en fait, quand tu es designer, tu es très dans la verticalité de tes sujets, aller en profondeur et d'avoir énormément de focus sur un projet pour aller vraiment très loin là-dessus. Alors que là, en fait, tu prends complètement l'opposé, quoi. Tu deviens en horizontalité surtout à 360. Et du coup, de justement avoir une bonne vision de produit, de côté genre priorisation des tâches sur lesquelles je vais travailler par rapport à leur impact que ça peut avoir sur le business, je pense que ça, c'est essentiel. Parce que comme tu vas être partout, il faut que tu choisisses tes batailles et pour savoir quel est l'outcome le plus important par rapport à la boîte, il faut aussi que tu prennes en considération tes équipes, de comment est-ce que tu peux aider. Et moi, je suis plus dans le côté aussi, en tant que CEO, un peu de me sacrifier pour essayer d'aider les autres à faire des trucs sur lesquels ils peuvent vraiment avoir une valeur encore plus forte. Et des trucs chiants, essayer de les prendre aussi pour moi, quoi. Et je pense que comme designer, comme tu disais, tu vois, c'est un métier qui bouge tout le temps. Donc je pense que le côté curiosité, apprendre constamment, etc., je pense que c'est quelque chose d'essentiel, notamment pour des choses qui ne sont pas, encore une fois, en lien avec notre métier cœur, quoi. Et vous êtes combien, du coup, dans l'équipe de Design Crew? Maintenant, on est 14. 14? Non, on est 6. 6. Et vous êtes les deux cofondateurs pour l'instant. Ok. Et est-ce que d'être issu du design, d'avoir finalement ce squelette design en vous, ça vous permet de créer une culture produit, une culture design? Est-ce que vous basez justement la culture de votre boîte autour de ces pratiques-là, design? Ou est-ce qu'au final, c'est quelque chose qu'on oublie un peu? Tu disais par exemple tout à l'heure, c'est facile, et je le conçois, je le vis aussi, c'est facile d'oublier en fait qui on est et quelles sont les bonnes pratiques, justement d'aller parler à ses utilisateurs, de confronter, etc. Donc est-ce que de fait on met cette culture en place, ou est-ce qu'il faut essayer de s'y raccrocher à chaque fois sans l'oublier? Ouais, alors c'est une question super intéressante, la culture. Moi, c'est un truc que j'avais pas trop au début. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment une force extraordinaire d'avoir cet ADN de designer et l'injecter direct dans la boîte, parce que aujourd'hui, je pense que ça fait vraiment la différence, que ce soit justement pour créer une culture. Comme je dis toujours, souvent quand je regarde des produits, je me dis, ce produit, il va galérer parce que même s'il essaie de faire du design après coup, il n'aura jamais cette culture du design, parce que les founders, en fait, n'ont pas cet ADN de designer, ils n'ont pas pensé comme ça. Et donc, non, aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai que des fois, tu as tendance à l'oublier, mais en gros, c'est essayer de créer une extension de toi, en fait. Et de se dire, OK, maintenant, je vais me poser, il faut que toutes les personnes qui viennent dans la boîte comprennent l'enjeu du design et vivent ça au quotidien, quoi. Et que ce soit partout. Comme tu disais, Jordan, cette vision à 360. Moi, quand je me dis, je dois faire un tableau de compta ou quoi, OK, comment je vais le penser avec une mentalité de designer? Comment je vais faire en sorte que les trucs soient clairs, soient limpides? Et en fait, tu diffuses tout ça dans tout, en fait. Dans le moindre document que tu vas produire, etc. Et je trouve que c'est ça, une grosse force qu'on peut avoir quand on est designer et qu'on est entrepreneur, c'est de se dire comment je vais tout regarder avec le prisme du design, alors au sens posture, et je fais des choses qui sont centrées clients, centrées pour mes utilisateurs, etc. Et aujourd'hui, moi je parle beaucoup avec les équipes de ça, comment on peut insuffler cette culture et le montrer aussi à nos clients. Donc, c'est bien. Et du coup, Jordan, tu disais tout à l'heure, et je trouve ça hyper chouette comme manière de le dire, tu disais avant je designais des produits, des interfaces, maintenant je design mon entreprise.
Tu as quoi à penser par rapport à ça, justement? C'est le côté ton entreprise vient servir aussi un besoin utilisateur, quoi. Ouais. Tout comme une app peut venir servir ton besoin utilisateur et qui vient servir in fine aussi l'intérêt de ta boîte. Et moi, je vois toujours ça dans ce sens-là. Tu vois, c'est pas genre des objectifs business qui viennent d'arriver ton produit, mais c'est d'abord un besoin qui derrière est un cercle vertueux et qui vient te rapporter de l'argent, quoi, pour faire vivre l'entreprise, la faire grandir, etc. Et donc, c'est juste toujours d'avoir ça en tête, quoi, et de structurer autour de ces principes-là. Ok. Trop cool. Et pour toi, Edouard, du coup, cette question du design au sein de la culture que vous êtes en train de créer. C'est important, je pense. Et même, c'est un peu une de mes missions en tant qu'ancien designer, c'est pour que le produit final il soit top, il faut que tout avant soit parfait. Et donc, du coup, la culture soit centrée design. Ouais. Et du coup, ça va de l'onboarding de nouveaux employés jusqu'au marketing. Il faut que tout soit pensé et bien réalisé parce que ça va se ressentir dans le produit final. Et donc, si tout le monde a cette même vision dans tous les départements de ta boîte, à la fin, c'est plus facile d'avoir un produit comme on le souhaite et qui correspond à nos clients. Donc, nous, on essaye de faire chaque email, on réfléchit à comment le faire le mieux possible parce que c'est des petits égards marginaux qui, à la fin, font que le produit final, il va être bien, quoi. C'est marrant. Et c'est drôle de parler des emails parce qu'effectivement, je pense que c'est des choses on ne s'en rend pas forcément compte. Je sais pas, quand je fais des campagnes email sur HubSpot, je sais que j'ai mon premier test, que j'envoie un premier batch, je regarde le taux de réponse, j'essaie mon deuxième et ça te semble normal, mais en fait finalement c'est peut-être juste un comportement de designer, researcher, tu vois, de voir. C'est là où je pense qu'il faut mettre ça en perspective avec justement où est-ce que je dois mettre mon focus, tu vois. À quel stade de boîte, et de raisonner comme un MVP, tu vois, te dire ok, en fait c'est quoi l'essentiel sur lequel je dois être extrêmement exigeant, faire zéro concession, mais en fait je vais me concentrer sur ça. Et de là à une boîte très early, tu vois, vouloir chiader le moindre petit truc, tu vois, qui est pas forcément critique aujourd'hui. Tu vois, tu as vraiment un niveau de criticité par tous tes petits chantiers et dire, celui-là, c'est le plus important. Et en effet, dans celui-là, tu vas penser à design à fond, etc. On va penser à outcome utilisateur, on va penser plein de choses, quoi. Mais il y a peut-être d'autres choses où, c'est super important, mais en fait, on le fera plus tard. Parce que si tu le fais maintenant, le plus important aujourd'hui, ça va être tes ressources, ton temps. Et si du coup, tu l'utilises pour quelque chose qui n'est pas nécessaire à l'instant T, c'est peut-être pas l'endroit le plus important pour utiliser ces ressources-là. Juste, si je me permets de rebondir sur ce que tu dis, c'est extrêmement intéressant parce que si à un moment donné, tu dois trancher aussi auprès de ton équipe, si elle n'a pas ce mindset, elle ne va pas comprendre. C'est clair. Et du coup, tu vas te retrouver à killer des choses et les mecs ils vont se dire, mais attends, pourquoi il fait ça, quoi? Il est fou. Et en fait, c'est d'où l'importance que tout le monde soit dans cet état d'esprit. Ok, MVP, c'est ça, on a besoin de ça, ça, ça. Alors, c'est pas toujours facile, mais bon, si tu sais que tu es entouré de gars comme toi, entre guillemets, ça sera pas choquant et où tu auras toujours quelqu'un pour te rappeler, dire non, mais attends, j'attends, t'en fous de ça. Vas-y, laisse tomber, quoi. Arrête, tu perds ton temps. Après, toujours à contrebalancer, on est là pour se kiffer. Et si ça nous fait kiffer de faire 2-3 petits trucs un peu cool, voilà, ça reste. Voilà. Moi, j'essaie toujours de me dire, des fois, je me dis, putain, ça sert à rien ce que tu fais. Ouais, mais bon, tu kiffes. Allez, vas-y, finis-le. C'est cool. C'est là où c'est intéressant, tu vois, avec le côté, justement, par rapport à designer une boîte versus designer un produit, avec le côté MVP. Et c'est exactement comme quand tu es designer, tu peux pas tout faire. Tu vois, un produit, c'est pas juste une espèce de shopping list de fonctionnalités. Parce qu'il y a un client à monter ça, il faut qu'on fasse ça, etc. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et en tant que designer, ton rôle, c'est aussi d'expliquer les gens de pourquoi est-ce qu'on va faire telle ou telle chose, comment moi, je suis arrivé à une solution A, je t'explique mon cheminement, je te rationalise vachement ma façon de penser et je t'explique pourquoi ça, c'est le plus intéressant et le plus pertinent. Et du coup, en faisant ça et en expliquant justement tous ces paramètres-là, tu vas justement aligner et embarquer les gens avec toi, quoi. Versus dire non, ça, on ne peut pas le faire, on ne le fait pas. Forcément, ça peut créer un petit peu de frustration, quoi. Versus de l'amener d'une certaine façon. Et on se concentre sur l'essentiel parce que ça, par rapport aux contraintes qu'on a aujourd'hui. C'est hyper important, quoi. Ouais, trop bien. Trop cool. Et écoutez, il nous reste une toute petite dizaine de minutes de conversation. N'hésitez pas à nous partager toutes vos questions encore sur les post-it. On va très vite passer à la Q&A. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu sur nos conseils. On a vu les apprentissages, ce qu'on tire de tout ça, nos conseils. Donc, on peut la tourner dans les sens que vous voulez. Déjà, vous diriez quoi au vous, là, d'il y a 5 ans? Peut-être que ça englobe un peu vos retours d'expérience. Vous diriez quoi, là? Plusieurs choses. Il y a aussi, premièrement, moi, ce qui m'a marqué, c'est le côté financier. Ouais. Mets-toi très vite
sur ça, ou trouve une personne qui peut t'accompagner. Aujourd'hui, on peut facilement... Arrêtons de croire que c'est la comptable qui fait ça, parce que c'est pas vrai. Donc, bien s'accompagner, il faut que ce soit tous les jours, en fait. Il faut que ça devienne une habitude de bien structurer le truc, et pour avoir une visibilité, justement, s'offrir de l'espace créatif. Pour moi, c'est ça. Tu t'offres du temps, de la liberté, etc. Quand tu es serein sur cet aspect-là. L'autre point qui est pas trop technique, mais c'est plutôt lisser un peu l'histoire à mon épouse, tu vois. C'est-à-dire alors attends, hier tu m'as dit que c'était génial, aujourd'hui tu me dis que t'es au fond du seau. Putain, je comprends rien. J'en peux plus, tu me saoules. Ne me raconte plus rien, mais c'est bon, je veux plus rien savoir. Non, mais j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui m'accompagne depuis le début. Et non, mais c'est vachement important, j'en rigole, mais je pense que c'est hyper important. C'est hyper important de ne pas tout dire et de bien lisser l'histoire, parce que les personnes qui partagent votre vie, elles comprendront pas forcément les hauts, les bas, etc. Surtout si c'est pas une personne qui est dans l'entrepreneuriat, ou quand bien même elle peut comprendre, mais elle n'est pas au quotidien avec vous. Donc ça c'est une chose aussi que je ferai. Et puis aussi me dire, prends un petit peu plus de temps, arrête de répondre au quart de tour aux clients, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Si le gars offre-toi du temps un petit peu et pars en vacances. Parce qu'au final, c'est bénéfique, quoi. C'est ce qu'on lit dans tous les best-sellers du New York Times, mais c'est pas faux. Hein, Après, on peut pas s'en empêcher, c'est notre passion. Mais c'est vrai que des fois, prendre du recul, c'est bien. Mais c'est clé ce que tu dis, c'est vrai que le temps passe trop vite, c'est trop dommage à chaque fois qu'on parle, c'est trop bien. Mais le fait d'être entouré, donc pas que dans sa boîte, mais aussi dans le côté perso, parce que finalement l'entrepreneuriat, alors la limite perso-pro, pour de vrai, elle n'existe pas, ou très peu. En tout cas, c'est la réalité, à minima des débuts, c'est-à-dire ce que je connais. Et être entouré de la bonne personne, des bonnes personnes, d'un cercle familial proche qui t'aide et qui est là et qui comprend, c'est fort. Et je prends ton conseil de lycée. Ça me peut ça l'aidera beaucoup. Et pour vous, alors, le conseil, qu'est-ce que vous seriez dit? Moi, je pense que c'est conseil il y a 5 ans, ce serait de continuer à développer la curiosité, de toujours être au courant des dernières tendances, des dernières opportunités qui sortent. Et l'autre conseil, ce serait vraiment de pousser le plus possible dans le salariat avant de se lancer. C'est-à-dire, si jamais on trouve une opportunité, on peut commencer à creuser un peu dessus. Ça sert à rien de se lancer tout de suite. On peut faire tellement en étant salarié avant de se lancer, jusqu'à ce qu'il y ait besoin, par exemple, de monter l'entité juridique, ce qui peut être hyper tard. Il n'y a pas besoin d'être de faire le grand saut. Et en fait, toute cette période-là, qui est la période de haut risque et aussi de vide, on peut l'éviter dans un cadre un peu plus structuré et confortable du salariat. Donc ça, je conseillerais à tout le monde de faire comme ça et d'attendre vraiment la dernière limite avant de se lancer, parce que déjà, vous aurez un peu de traction, ce sera beaucoup plus facile après pour avancer, et il n'y aura pas ces montagnes russes énormes du début qui sont en partie liées avec l'aspect financier, parce que vous aurez un salaire. Et cette solitude aussi, finalement. Si jamais ça ne marche pas, puis j'ai toujours mon emploi qui pratique. Trop bien. Merci, Edouard. Jordan? Plein de trucs hyper intéressants qui ont été dits. En effet, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant sur le côté apprendre en entreprise, je pense que c'est important en effet de faire une espèce d'auto-assessment de soi-même et de voir où peuvent potentiellement être mes limites demain si je veux me lancer dans une entreprise, de me lancer dans la création de mon entreprise, et d'essayer d'apprendre de tous ces paramètres-là et de commencer à expérimenter des choses dans un cadre qui est beaucoup plus sûr que tout de suite se lancer dans le grand bain. Moi, je suis quand même un grand partisan d'apprendre, de se casser la figure, de se relever, d'apprendre de ses erreurs pour ne pas les refaire par la suite, mais de dérisquer à minima. Tu vois, le lancement, je pense que ça peut être hyper intéressant. Moi, j'aurais bien aimé peut-être avoir ce talk un petit peu avant et pour plus vite voir en fait les parallèles entre design et justement entrepreneuriat, parce que je l'ai compris très tardivement. Et je pense que ça m'aurait beaucoup aidé, et notamment sur la vision que tu peux avoir de certains métiers, notamment des sales, tu vois, où en fait, c'est pas du tout un truc que tu vas faire un peu, tu vois, à la schlag, mais c'est justement le côté empathie, le côté alignement, convaincre les gens, etc. C'est quand même une facette assez importante du métier de designer, donc ça, je pense que c'est assez clé d'essayer de toujours voir une petite partie design dans toutes les dimensions de la création d'entreprise. Et moi, c'est presque l'inverse de vous, quoi. J'ai peut-être tendance à trop lisser les choses, et à trop... Après, j'ai l'impression que ça fait aussi partie de mon rôle de CEO de toujours... je pense que naturellement, tu vois, je suis assez souriant, assez combatif, etc., mais de peut-être trop le montrer, je pense que ça va peut-être créer encore plus de solitude dans ce rôle-là.
et peut-être que je ne l'ai pas assez montré, qu'à un moment donné, tu vois, ça te revient un petit peu en pleine tronche, alors que je suis extrêmement bien entouré, que j'ai beaucoup de chance sur ça. On pourra faire du coaching mutuel. C'est clair. Mais du coup, de plus extérioriser les choses, de plus partager ça, tu vois, parce que je pense que c'est sain de le faire et de juste pas montrer que c'est que tout rose, quoi. Il y a aussi des moments qui sont beaucoup plus difficiles. Je pense que c'est quelque chose qui est important, justement, sur du long terme, quoi. Et de ne pas faire les choses, justement, pour le court terme. Trop bien. Bah, écoutez, les gars, merci beaucoup. J'espère qu'on n'a pas trop survolé le sujet, parce que c'est un sujet passionnant, on peut aller beaucoup plus vite. Mais on a plein de questions, donc c'est génial. Et merci encore à vous. Merci beaucoup. Merci, très riche. Alors, on a pas mal de questions. On va commencer par la première question. C'était quels sont les 3 éléments, compétences qui vous animent en fait le plus dans ce job? Allez, je me lance. Tu l'as dit, Jordan, moi j'aime bien le sales en fait. Parce que je trouve que tu es en contact avec les gens et c'est tellement bon quand tu as réussi à vendre un truc. Donc la reward, elle est géniale. Au-delà de l'aspect financier et tout, c'est cool, tu vois, tu réponds à un problème justement. Tu as tapé juste et tu as quelqu'un qui est prêt à te payer pour ça. Donc moi, ça m'anime pas mal. Après, bien sûr, il y a le fait de designer, j'adore ça. Au-delà de designer, vraiment d'épiler des interfaces, c'est plutôt de mettre à plat un nouveau concept. Donc, comme j'ai toujours dit, moi, si demain ça marche, potentiellement je quitte mon rôle de CEO, vous me foutez dans une cave avec des techs et puis on crée le produit de demain, j'adorerais. ça me va bien aussi. La troisième chose, c'est con, mais si t'aimes pas l'humain, ton équipe, manager, etc., monte pas une boîte, quoi. Si tu ressens pas les choses, si tu as du mal avec l'empathie, à voir que quand un gars passe dans le couloir, il va pas bien, voilà. Donc moi, quelque part, j'aime bien ça parce que j'aime être proche des gens. Comme je leur dis toujours, les gars, vous êtes ma deuxième famille, hein. Vous avez un problème, qu'il soit perso, etc., moi, ça m'affecte. Donc voilà. Moi, c'est ça qui m'anime aussi, pouvoir les aider à s'accomplir aussi. C'est vraiment les 3 choses qui m'animent. Trop bien. Moi, je pense que le premier élément, ce serait le fait que je pense sincèrement que mon produit peut ajouter une pierre à, justement, comme on disait, ce côté produit design qui s'améliore au fur et à mesure des années. Et je pense que mon produit peut aider à faire ça. Donc, du coup, au quotidien, c'est ce qui fait que quand il pleut, quand on a enchaîné 3 journées nulles, en fait, ça fait se lever le matin. Un autre truc qui m'anime, c'est aussi le fait que être son propre patron, ça donne une liberté et une flexibilité incroyable. Comme disait John, moi aussi je suis sportif et typiquement si on a le temps de faire du sport, de se sentir bien, après au bureau on sera beaucoup plus content, beaucoup plus épanoui et ça se ressent in fine dans les échanges de sales, dans la création du produit. Donc au long terme ça fait beaucoup de bien, même si au début j'ai eu pas mal de longues journées, donc en fait un peu dangereux aussi. Et troisième élément, le fait de pouvoir voir un produit grossir et être responsable de vraiment tout de A à Z, ça fait que ça apporte vachement d'humilité, voir tout de suite ce qui va pas, ce qui va, et ce qui va pas, on est responsable à nouveau, donc il faut aussi l'améliorer. Donc ça fait qu'à la fin, tu développes des compétences complètement diverses, et ça c'est génial, je continue d'apprendre. C'est aligné avec tout ça. Je pense que moi, le truc qui me drive le plus, c'est l'humain. Donc déjà, avec l'équipe, de voir que les gens sont contents de venir travailler, qu'il y a une super bonne atmosphère à chaque fois qu'on se retrouve tous ensemble et de voir que il y a un bon environnement, qu'ils se sentent challengés dans la bonne mesure pour progresser et contribuer à l'impact de la boîte. L'impact sur les gens aussi qu'on peut accompagner, ça c'est quelque chose aussi qui met un espèce d'énorme boost à chaque fois, que tu peux prendre des testimonials de gens qui ont suivi nos formations, de clients qu'on a pu accompagner dans le studio, etc. De voir que tu fais pas les choses pour rien, mais que tu aides vraiment les gens, ça c'est quelque chose qui nous drive énormément. Et aussi de vite matérialiser les choses, quoi. Tu as envie de tester une nouvelle verticale sur ton business, tu as envie de, là on vient de changer de nouveaux formats de formation, etc. Vas-y, on y va, quoi. On essaie de risquer un petit peu le move, bien évidemment, parce que ça a des enjeux qui sont beaucoup plus grands qu'au tout début, mais on y va, on teste et on a toujours ce côté, justement, cette design de avancer de façon incrémentale et d'expérimenter les choses, tout en sachant quand même pourquoi on le fait et on pense que c'est la bonne direction. Mais de vite pouvoir expérimenter de nouvelles choses, ça c'est quelque chose qui me drive pas mal. D'être plus dans la création que dans la gestion un petit peu
que perdre une boîte, c'est quelque chose qui m'anime plus. Ouais, ça me parle beaucoup. Et à ça, moi, la prise de décision me parle énormément. Tu vois, de dire, en fait, tu maîtrises la prise de décision, bonne ou mauvaise. Hein. En tout cas, tu la maîtrises, tu la comprends. Et deux autres choses, moi, c'est l'incarnation de la boîte. Tu vois, le fait, justement, j'adore les sales aussi. J'adore ça. Et j'aime ce moment. Et du coup, d'être en face d'un client et d'incarner ta boîte, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et d'apprendre des trucs, j'aurais jamais pensé mettre le nez, on va dire, dans la gestion sociale de boîtes, dans des trucs où je comprenais rien, avec des avocats, dans du Calliope. Finalement, tu développes des compétences et un apprentissage qui n'est pas du tout lié à ton métier. Et où là, tu peux dire à la fin de la journée, ouais, j'ai appris un truc de ouf, en lisant, par exemple, un Impact ou un autre. Et voilà, je trouve que ça, c'est hyper enrichissant, personnellement. Mais je pense que c'est quand même un terreau hyper intéressant en tant que designer. C'est comme à chaque fois, on doit prendre des contraintes de plein de départements différents. Je pense qu'on a quand même cette appétence d'aller chercher plein de choses à droite et à gauche, cette curiosité assez naturelle de potentiellement être bon dans plein de domaines différents. Quoi. Exact. Trop bien. Next. Alors, j'ai une autre question. Quelle plateforme ou ressources recommandez-vous pour se former à l'entrepreneuriat? Exemple, aspect financier, business plan, mise en marche. Les gens. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et juste la pratique aussi, quoi. Enfin, il y aura toujours un monde entre la théorie, de ce que vous pouvez voir, etc., et juste les faits, et d'avoir un esprit critique assez fort par rapport à tout ça, et de prendre du recul de est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça peut s'appliquer, et si ça s'applique dans mon cas, sous quelle forme, et de ne pas réappliquer les choses un petit peu à la lettre, mais vraiment prendre du recul par rapport à ça. Et juste d'avancer, par contre, ouais, je pense que le pire, ça serait de partir dans 6 mois de tunnel ou de conception, et juste d'exécuter très vite et d'apprendre très vite, justement du marché par rapport à son produit. Et donc ça, il faut juste faire les choses, quoi. Et par exemple, sur des outils vraiment concrets de la boîte, je sais pas, un tableau de pilotage de la trésorerie, un business plan, etc. Soit en monter sur un template trouvé quelque part et le confronter à quelqu'un qui est entrepreneur et qui pourra dire oui, c'est la bonne manière de faire, ou demander à un entrepreneur, est-ce que tu peux me passer juste ton tableau blanc que je puisse utiliser. C'est là où je pense que les gens sont importants autour de toi. Pareil sur, je sais pas, une stratégie d'automation, sur des choses différentes, tester soi-même, et si on est bloqué, se reporter, voir avec des gens, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, c'est souvent un truc, monter des business plans et tout, tu arrives sur un fichier, mon Dieu, qui est horrible. Mais en fait, c'est juste se poser les bonnes questions. C'est tout con, ça fait peur, mais... C'est du bon sens. Ouais, exactement. En fait, c'est, OK, bon, là, on va vendre combien? OK, mais ton chèque, tu vas pas le toucher, tu vas le toucher à 30 jours. Donc, ça veut dire que tu l'auras pas tout de suite, mon gars. Par contre, le gars que tu as embauché, tu vas devoir le payer tout de suite. Et puis, tu as l'URSSAF qui va venir te voir, etc. Et en fait, voilà, c'est juste que ça prend du temps de tout décortiquer. Mais t'as des... Et c'est important de le faire. Ouais. De le faire pour savoir, justement... Après, tu le délègueras. Mais au moins, tu sais ce qu'il en est. Et ouais, après, tu trouves les bonnes personnes, justement, pour t'aider, t'accompagner. Moi, encore... voilà, j'ai des potes qui m'aident là-dessus parce que les mecs vont super vite pour configurer les fichiers. Par contre, quand on a la discussion sur le why, là, je sais répondre, quoi. Et c'est ça qui compte, en fait. Donc, et par exemple, moi, je sais que quelque chose qu'on n'avait pas du tout en termes de compétences chez Panache, c'était vraiment la partie ressources humaines. Comment tu montes, finalement, tout ce truc-là, tu vois, tu dois embaucher un salarié, comment ça marche, c'est quoi le package, les bénéfices, les perks, etc. Et là-dessus, il y a plein de personnes hyper qualifiées, hyper cool, qui sont freelance aussi, qui peuvent vous accompagner pour des coups qui sont absorbables finalement par la boîte, si ce n'est pas des amis. Donc moi, je pense que c'est un moment de la boîte où il faut savoir s'entourer, mettre des choses, créer des choses assez nettes finalement, qui vont tenir la route, et pas se dire, c'est le début, ça va... C'est le premier, on va faire crade, ou c'est le premier, je sais pas, première fois que je monte en BP, ou c'est le premier salarié, on verra après. Je pense que dès le départ, créer des choses qui soient assez stables et réplicables dans le temps, c'est important pour des aspects hyper spécifiques et forts de la boîte, donc par exemple les finances, les RH, etc. Mais je pense que, tu vois, avec la question à côté, comment se forme, je pense que c'est super important de démystifier l'entrepreneuriat. Et si jamais tu vois tout de suite tous ces aspects, toutes ces considérations de financier, business plan, mise en marche, RH, en fait, au tout début, tu t'en fous, quoi. Tu veux juste avoir de la traction. Et ensuite, tu fais juste un problème à la fois. Et si tu vois tout de suite les problèmes, ou alors si tu vois tout de suite sur la table tout ce que tu sais pas faire, forcément, c'est hyper intimidant. Alors qu'en fait, ces trucs-là, ça va être important, mais dans 5 ans, et tu auras le temps de te former à ça d'ici 5 ans. Et en fait, de là à dire, OK, il faut que
tu vois, je sois compétent sur tout ça avant de me lancer. Je pense que c'est pas la bonne approche. Il faut vraiment je veux dire, ok, et t'as même pas besoin de créer une boîte pour tester quelque chose, avoir de l'attraction. Et ensuite, tu commences à l'encadrer, etc. Mais juste un problème à la fois. Et ton premier problème, c'est juste, est-ce qu'il y a un intérêt pour ce besoin-là que j'ai identifié? Est-ce que ça me botte? Tester des choses, voir de l'attraction. Et ensuite, juste une étape à la fois. Et je pense qu'une bonne ressource, c'est les vidéos de YC, donc YC sur YouTube, qui expliquent un peu toutes ces étapes-là de l'idéation jusqu'au premier pas, et qui sont un peu du bon sens, mais c'est pas mal d'avoir un petit rafraîchissement. Ils expliquent que d'abord, il faut aller parler des clients, comprendre leurs besoins, et ensuite, après ça, on avance. Mais c'est le plus important, le côté business plan financier, ça vient vraiment à J+3, on va dire. Donc, il faut d'abord se focus sur ça, sur les clients et sur le problème. Et ne pas oublier aussi qu'on est en France. Et qu'en France, il y a plein de règles. Non, mais franchement, je voyais un post sur LinkedIn hier, un mec qui disait « Putain, aux États-Unis, tout est plus simple. » il faut savoir qu'en France, c'est plus facile de monter une boîte que de la fermer. Et donc, c'est pas, je monte, je ferme, etc. Non, il y a quand même des enjeux. Donc ça, il faut faire attention. Pareil, ça, on n'en parle pas trop, mais quand on monte sa boîte avec ses associés, au début, tout va bien. Et puis après, moi, j'ai vu des gars se tuer leur business parce qu'ils devaient se séparer alors que le produit marchait. Donc, faire extrêmement attention à ne pas se précipiter sur tous ces aspects et bien faire en sorte qu'on se comprenne bien. Il y a des pactes d'associés pour ça. Et puis, il n'y a même pas besoin finalement d'avoir monté la structure pour commencer à travailler ensemble. Nous, chez Panache, on a bossé ensemble pendant 6 mois avant de monter Panache. Pour se connaître en fait et pour voir si ça pouvait marcher. Identifier les problèmes du présent et juste se concentrer sur ça. Complètement. Je vois le temps qui passe très vite. J'ai beaucoup de questions vraiment très très intéressantes. Il est 57, on va essayer de prendre encore 2 questions. Alors il y a une question qui est vraiment très intéressante dans le cadre d'un produit ou service. Comment on peut finir son discours sales pour convaincre d'investir ou même de vendre à des corpos, sachant qu'en fait, autant que designer, nos arguments sont souvent user-centriques et pas forcément financiers. Je pense que justement, si tu es user-centric, je pense que ça dépend de tes clients à qui tu t'adresses. Et tout comme quand tu es designer, tu ne vas pas t'adresser de la même façon à des CEO, à d'autres designers, à des PM, à des développeurs. Je pense que là, c'est important que tu comprennes la personne que tu as en face de toi, que tu comprennes ses attentes et que tu comprennes les leviers sur lesquels justement actionner et que tu fasses preuve de vachement d'empathie par rapport à ça. Et toi, en fait, derrière, tu as toute une espèce de palette d'arguments que tu peux envoyer, mais en fait, ça sert à rien de les envoyer comme ça tout d'un coup. Il faut juste dire, OK, avec cette personne-là, en comprenant vraiment son contexte, ses objectifs, ses motivations, je vais pouvoir lui pousser ça. Et c'est ça qui va faire mouche, quoi. Donc, je pense que c'est justement grâce au fait que tu es designer et que tu es user-centric que ça va t'aider à comprendre la personne que tu as en face de toi et à lui pousser le bon argument. Et si je peux apporter des choses là-dessus, pour moi, la tonalité est super importante. C'est-à-dire, quand tu parles de corpo, tu veux parler à qui? Typiquement, tu ne vas pas envoyer un mail ou un message sur LinkedIn à une personne qui bosse dans une grosse boîte, banque et assurance, qu'une personne qui bosse dans une scale-up ou start-up. Donc, la tonalité, la manière dont tu t'adresses pour la première fois à ces personnes est importante. Et dans la manière dont moi, je fais les calls et que je propose les calls, je dis toujours, je serais hyper contente d'en connaître plus sur tes challenges. Et c'est tout. Et en fait, sur 30 minutes de call, je pense qu'on a 15-20 minutes qui sont sur ses challenges, son équipe, sa boîte, ses feux qui brûlent, ce qui est important pour la personne maintenant. Et parfois, dans le call, on peut arriver sur notre solution, et c'est bien. Et si ce n'est pas le cas, on se rappelle. Mais il faut qu'en fait, tu comprennes si ton produit il répond à un challenge ou pas, parce que si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, ce n'est pas intéressant. Que tu affiches un prix ou pas, il ne vendra pas. Il payera pas, pardon. Tu ne vendras pas. Donc, les challenges basés là-dessus et la tonalité hyper importante, c'est d'adapter à sa manière, en fait. Exactement. C'est le même parallèle, juste avant, tu argumentes devant un PM ou un Head of Product ou un Tech de pourquoi ce feature est important. Et là, c'est la même chose, mais juste à un niveau produit, à un client. C'est la même gymnastique. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas étonné que vous adoriez le côté sales, parce que c'est un peu la même chose que vous faites en tant que designer, juste avec une autre audience, quoi. Alors, j'ai une dernière question, il est 13h. Alors, elle est un peu destinée à moi, mais à toi aussi, Edouard. J'ai vu que moi, je suis designer, c'est qu'en fait, Tada propose un produit. Dans ce sens, à quoi consiste?
Je te laisse leur dire. C'est ton. Alors, je fais une petite définition à ma sauce sur les DesignOps. Après, je vais te laisser un peu expliquer le produit. Alors, pour moi, le DesignOps, en fait, en tout cas, ce nous, on utilise côté Canal+, c'est vraiment un facilitateur. Il est là vraiment pour accompagner ou aider un peu l'expérience collaborateur. Quand je dis collaborateur, c'est vraiment les designers pour que eux derrière, en fait, fournissent ou en fait améliorent l'expérience côté produit. Et là, pour le coup, c'est vraiment MyCanal. Pour rendre un peu le discours un peu concret, il est là aussi pour accompagner ou créer un process design, des l'idéation jusqu'à en fait la mise en prod d'une feature ou d'une idée ou d'un service, mais aussi il est là pour coordonner les équipes, pour limiter tout ce qui est îlotage, parce qu'on sait quand on est plutôt dans des PME, dans des grands groupes, on a plusieurs équipes design. Et il est là pour s'assurer qu'en fait tout le monde communique, toutes les équipes, tous les squads plus ou moins communiquent entre eux, mais aussi il y a tout ce qui est outillage, les outils qu'ils utilisent au niveau de design avec les PM, mais aussi la notion de culture et essayer de monter en fait le process ou le design à l'échelle des management. Grosso modo, c'est ça en tout cas le DesignOps, nous ce qu'on utilise chez Canal+, parce que j'ai bien répondu à la question. Ouais, c'est rapidement, c'est quoi Tada? En gros, c'est un peu comment être la Formule 1 pour le designer, donc mettre dans le bon siège pour pouvoir avancer vite et bien. Et ça passe par tout simplement un tableau blanc sur lequel on peut mapper son différent process, centraliser la documentation, tous les différents outils, parce qu'on sait que les designers utilisent plein d'outils différents, avec des comptes différents, des permissions différentes aussi. Et tout ça, ça fait que parfois, l'équipe produit comprend ce qui se passe, mais tous les stakeholders, désolé pour le franglais, mais sont pas forcément au courant, ne comprennent pas et voient un peu l'équipe produit comme une boîte noire. Donc nous, on veut rendre tout de manière transparente. Donc en fait, rendre cette voiture Formule 1 à quelque chose d'accessible et aussi d'actionnable pour que tout le monde soit aligné en temps réel, quoi. Trop bien. Donc, voilà. Trop cool. Une dernière question. Volontiers. On arrête. Alors, c'est une question pratique. Utilisez-vous des plateformes intermédiaires comme Malte pour signer des contrats? Si oui, quelle part de clientèle cela représente-t-il sur l'ensemble de vos clients? C'est un peu niche. Je vais commencer très rapidement par celle-là. Nous, pas du tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que alors, je parle peut-être pour tout le monde, mais je pense pas. Pour moi, passer par Malte, donc là, est-ce que, j'aimerais bien comprendre si la question, c'est passer par Malte pour trouver un freelance. Ouais, non, pour avoir des clients. Ok, je pense qu'en fait, cette question, elle est hyper valide et intéressante pour quelqu'un qui est freelance. Du moment où, en tout cas, tu as ta boîte, tu sors un peu de ce système-là, ou alors vous avez trouvé des hacks. En tout cas, nous, c'est pas ce qu'on utilise. Je pense que c'est très intéressant pour un freelance qui vend du coup du service. D'être sur cette plateforme et donc d'attendre de voir s'il y a un client. En tout cas, nous, non, on n'utilise pas de plateforme spécifique pour ça. Ouais. Comme plateforme, on utilise beaucoup LinkedIn en fait pour identifier des clients. Ouais. Complètement. Nous, zéro aussi. Et surtout que, en fait, on a un positionnement qui est différent du freelance. Oui. En fait, on va vendre plus de designers, on va vendre l'accompagnement d'un design lead aussi. Et du coup, en fait, on n'a pas envie de se comparer avec des freelances parce qu'on apporte selon nous un service qui est différent aussi, quoi. Ouais. Mais si ton client c'est un freelance, tu devrais aller sur Malte pour trouver des clients. Pour les chercher. Ouais, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'accepter. Je réponds juste à une question. Est-ce que vous faites des événements en physique à Paris ou seulement en visio? On fait des événements en visio, notamment en hybride. Et d'ailleurs, en fait, on aura un en juin. Alors, j'ai pas les dates exactes, mais on aura en fait un en juin avec un sujet qui est vraiment très, très, très intéressant. Donc, on vous communiquera la date et le lieu très prochainement. Merci. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous joindre sur LinkedIn. Je parle au nom de tous. Pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, surtout, n'hésitez pas. Et j'espère que ça vous a plu. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Il y aura un replay. La question, il y aura un replay. Salut. Merci beaucoup. Bye bye. Salut.